Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Startup et commandes publiques. Donc, en compagnie de Élodie Grimoin, donc, qui est directrice générale de la startup Urban Canopé, et de Bonjour. Stéphane Conti, de la direction des achats de l'État et responsable du pôle sourcing, PME et innovation. Et Bonjour. Jeanne Glachan, responsable du Living Lab de l'Ecolab. Donc, je suis Véronique Balestra, responsable adjointe de l'Ecolab au CGDD, le laboratoire de l'innovation par la data du ministère de la Transition écologique qui s'appuie sur deux leviers. Donc, le levier qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de l'animation de l'écosystème Green Tech et un levier d'ouverture et de valorisation des données ministérielles et de l'intelligence artificielle pour accélérer la transition écologique et permettre aux administrations de s'approprier l'innovation. Donc, nous sommes ensemble pour un temps qui est dédié à l'échange de bonnes pratiques et des stratégies sur l'achat public pour l'innovation. Et je vais laisser la parole à Jeanne Glachan qui va faciliter les échanges et nous expliquer comment va se dérouler la session. À toi, Jeanne. Alors, ce webinaire commencera par une présentation de Stéphane Conti, du coup de la DAE. Et ensuite, ce sera à Élodie Grimoin de la start-up Urban Canopé de livrer son témoignage sur la commande publique. Et ensuite, s'en suivra un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire, s'il y a une question qui vous vient, à la poser dans le chat. On y répondra du coup à la fin. Donc voilà, je laisse la parole à Stéphane Conti. Oui, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je crois que j'ai une petite vingtaine de minutes pour dédramatiser et dédiaboliser la commande publique. Donc, je pense que c'est un beau challenge. Donc, j'ai essayé de vous partager mon écran. C'est à ce moment-là où, normalement, les choses se passent pas forcément comme prévu, mais on va quand même essayer. Logiquement, je suis en partage d'écran. Est-ce que on peut me confirmer que mon magnifique écran est apparu? Oui, c'est bon. Super. Bon, évidemment, je suis au milieu de ma présentation. Bon, en quelques mots, je ne vais pas faire un cours sur la commande publique parce que ça serait un peu présomptueux de ma part. En quelques mots, il y a deux chiffres sur cette planche, 2 fois 18 avec une sorte de tour de contrôle au milieu. Bon, c'est pas un numéro d'urgence, hein, c'est chaque bloc considéré dans l'État dépense 18 milliards d'euros en achats par an. Alors, l'année étant une année plutôt de référence avant Covid ou une année de référence après Covid. En tout cas, voilà, la période Covid 2020-2021 est un peu plus compliquée. 18 milliards d'euros pour la sphère ministérielle, donc couvrant des besoins d'achats un peu généraux, tertiaires ou administratifs, donc pour faire fonctionner les bâtiments et les hommes des ministères, des structures en région. Donc voilà, donc c'est l'achat bâtimentaire, c'est les achats de rénovation énergétique. Je pense que c'est un sujet qui sera peut-être abordé dans les questions. Les achats de construction de nouveaux bâtiments, les achats de RH, les achats de prestations générales, de mobilier, bref. Et ensuite, on a une grosse partie qui concerne l'activité des directions métiers, donc des achats spécifiques pour la douane, des achats spécifiques pour le ministère de l'Alimentation, des achats spécifiques pour la direction de l'aviation civile au sein du ministère de la Transition écologique. Et on a un deuxième chiffre qui s'appelle 18 milliards, qui est le périmètre, et celui-là, il n'est pas forcément toujours bien connu des acteurs publics, des startups, qui vivent, on va dire, les ministères comme, voilà, comme une sorte de grand phare. Les 18 milliards, en fait, le deuxième autre 18 milliards, c'est l'ensemble des achats qui sont réalisés par les 1400 établissements et opérateurs publics. Donc, j'entends derrière se cache l'ensemble des universités, hein, la centaine d'universités qu'on a en France, les ministères nationaux, toutes les agences régionales de quelque chose, de santé par exemple, les agences nationales de la recherche, le CEA, le CNES, Météo France, donc il y en a plein. Et ça aussi, l'ensemble de ces acteurs sont 18 milliards d'euros en dépenses achats. Et tous ces acteurs, comme les acteurs qui sont des collectivités territoriales et des acteurs qui sont de la sphère hospitalière, ne travaillent avec une seule Bible sur leur table de chevet professionnelle qui s'appelle le Code de la commande publique.
Donc, ce code de la commande publique, c'est un incontournable. Donc, je ne vais pas vous demander de le connaître par cœur parce que il faut être grand spécialiste. Il faut juste en fait avoir en tête que c'est un texte qui est, donc c'est un code qui est européen. Donc, en fait, l'ensemble des pays de la communauté européenne s'appuient sur les mêmes bases de loi originelles. Et c'est un texte qui, par essence, est libéral. Et donc, libéral veut dire mise en concurrence. Voilà. Donc, le code, depuis qu'il existe, considère que la mise en concurrence est la meilleure manière de traiter l'achat public, c'est-à-dire en fait donner accès à un maximum d'entreprises la capacité de profiter de cette commande publique et donc le chiffre d'affaires qui va derrière et tous les bienfaits qu'on associe avec un chiffre d'affaires. C'est aussi la meilleure manière de traiter la plus grande transparence et éviter, certains diraient de la corruption, en tout cas certains dérapages plus ou moins contrôlés. Excusez-moi Stéphane, est-ce que vous pouvez vous mettre en plein écran s'il vous plaît, parce qu'on a des petits commentaires dans le chat qui nous demandent le plein écran pour mieux voir. Ouf. Voilà. Je suis en plein écran. On ne voit pas le plein et donc non. Pardon. De quoi? Le plein écran n'apparaît pas. Ah, caramba. Sur le partage d'écran, il faut partager l'ensemble de l'écran pour qu'on puisse le voir. Bon, alors rassurez-vous, il y a pas grand-chose d'intéressant sur mon slide. Donc, il y a 4 lignes, je vais vous les dire. C'est l'acheteur est garant des données publiques, son objectif est de bien acheter. Donc ça, on va y revenir juste maintenant. Et qu'en fait, le code, par essence, privilégie la mise en concurrence, l'égalité des chances et l'égalité de traitement des candidats et ensuite des titulaires. Donc, les titulaires étant ceux qui ont obtenu le contrat, le candidat, c'est ceux qui concourent pour obtenir le contrat. Et on a quelques exceptions qui permettent à l'acheteur et à l'acheteur public de ne pas mettre en concurrence. Donc, on va y revenir de suite sur ces deux aspects. Donc, l'acheteur, en fait, par création originelle, son objectif, c'est de gérer les données publiques et donc de bien dépenser. Alors, bien dépenser pendant des années et des années, je ne vais pas dire des décennies et des décennies, c'était d'acheter le moins cher possible. Ça, c'était il y a très, très longtemps. Et devenu après, on a transformé cette notion de bien acheter, on a intégré des notions de qualité. Donc, en fait, ça a été acheter au juste besoin, un équilibre savant entre la bonne qualité et le meilleur prix. Donc, on est passé d'un prix qui était le critère principal à un équilibre prix prestation technique, prestation de service. Depuis 2013-2014, on a dans le code inscrit au niveau européen et ensuite décliné au niveau français des éléments nouveaux qui sont apparus pour encore plus qualifier ce bien acheté. Donc le bien acheté n'est pas uniquement, on va dire, trouver le meilleur ratio entre coût et performance, mais également d'intégrer des notions nouvelles qui sont finalement des notions qui renvoient à ce que la commande publique par le chiffre d'affaires est un investissement pour la société. Donc, quand j'ai dit ces belles phrases, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur, aujourd'hui, doit également, dans son bien acheté, doit considérer l'achat comme un achat responsable, donc c'est-à-dire ayant un impact positif sur l'environnement, vu de manière large, hein, donc et un impact positif sur la société et donc sur la sphère insertion sociale et aide aux publics les plus éloignés de l'emploi. Donc, on a rajouté dans le bien acheté, on n'est plus uniquement sur bien acheter pas cher à bien acheter équilibre coût-performance, mais également ces notions d'achat responsable, donc environnement et social. Et ensuite, on a deux autres politiques publiques que j'ai la chance d'animer, que sont PME et innovation. Donc, l'investissement vu sous ces deux angles, c'est également en fait faire que l'argent public, le chiffre d'affaires, viennent aider le tissu industriel et économique le plus exposé, le plus potentiellement le plus en situation les plus délicates, que sont les PME, donc start-up et PME évidemment,
et faire que l'euro dépensé par le chiffre d'affaires soit un bras armé pour développer et promouvoir l'innovation et donc faire en sorte que l'euro dépensé et que l'acteur public, État ou collectivité territoriale, viennent financer et viennent soutenir les acteurs et les technologies ou les services de demain. Donc ça, une fois que j'ai dit ça, c'est facile à dire. Pour l'acheteur, c'est pas évident à intégrer, simplement parce que c'est assez récent et ça prend du temps. Ça prend du temps à descendre dans les sphères et les strates. Ça prend du temps à s'acculturer autour de ces sujets qui sont des sujets qualitatifs par rapport à une habitude qui est je conduis un marché strictement en conformité avec le code qui me donne l'ensemble des étapes et l'ensemble de la structure. Donc, c'est des choses qui sont assez délicates et c'est des choses sur lesquelles, en fait, l'acheteur, en tout cas, elle le sait peut-être pas, mais moi, je vous le conseille, c'est d'aider les acheteurs que vous rencontrez, avec lesquels vous pouvez ou allez échanger, et les aider à argumenter sur ces aspects achat responsable, PME et innovation. On y reviendra après. Mais je pense que vous avez un rôle à jouer pour ceux qui veulent aller gagner des marchés publics. Il faut bien intégrer ces notions, considérer que l'acheteur n'est pas contre ces notions, mais est un peu perdu à la manipulation de ces notions très qualitatives dans le bien acheté. Ensuite, il y a des exceptions par rapport à la mise en concurrence. C'est les exceptions qui sont associées au seuil, donc le seuil étant la valeur du marché. Alors, une aparté rapide pour la notion de marché. Un marché, c'est un objet cohérent avec, donc, c'est-à-dire un objet principal, ses options et ses accessoires, quand on parle de produits, mais ça marche aussi pour les prestations de services. Donc, par exemple, vous avez un objet, vous avez une offre de service principale et des options. L'acheteur va considérer la somme de tout ça, c'est-à-dire le marché principal et les options comme un marché, même s'il n'est pas sûr d'activer les options. C'est l'objet dans son ensemble. Et c'est cet objet marché qui va définir la valeur de cet objet marché, qui va définir si l'acheteur peut ou pas passer outre une mise en concurrence. Donc, le premier seuil qui existe aujourd'hui, c'est celui de 40 000 € hors taxe pour la valeur du marché, hein, donc objet plus option. Ou abonnement, si c'est sur 3 ans, en fait, on va compiler les 3 ans d'abonnement parce que ça ne va pas être un marché sur un an, puis un marché sur un an, puis un marché sur un an. Donc, c'est un ensemble cohérent sur la définition de la chose achetée et sur sa temporalité. Donc, il y a un premier seuil, c'est 40 000 € hors taxe. Donc, à moins de 40 000 € hors taxe, l'acheteur peut ne pas mettre en concurrence. Il peut aussi le mettre en concurrence s'il a envie, hein, mais voilà, il est autorisé par le code de ne pas mettre en concurrence. Ensuite, on a des seuils qui ont été rehaussés dans le cadre de la crise Covid à 70 000 €, puis 100 000 € pour certains travaux de rénovation ou certains travaux de bâtimentaires, donc construction neuve ou rénovation, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € hors taxe, aussi sans mise en concurrence. Et ensuite, on a un fameux décret que vous avez peut-être entendu parler, le décret du 23 décembre 2018 qui promeut l'innovation et qui offre la possibilité, qui donne la possibilité à l'acheteur public d'acheter une solution innovante sans mise en concurrence jusqu'à 100 000 € hors taxe. Ce décret, il a un statut expérimental. Donc aujourd'hui, il s'arrête à la fin de cette année 2021. Hein, 2018 plus 3 ans égale 2021. On travaille ardemment avec tous les défenseurs de ce décret pour qu'il puisse être au mieux prolongé, si ce n'est inscrit définitivement dans la loi. Mais en tout cas, voilà. Donc, sachez que si vous voulez utiliser et si vous voulez motiver un acheteur à utiliser ce décret, c'est maintenant. Je vais pas dire jamais parce que je vais pas porter la poisse, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant. Voilà. Donc, alors après, vous avez des exceptions très particulières que sont des achats de R&D. Donc ça, c'est plutôt pour la sphère où en fait, on va financer des études bas TRL pour lesquelles l'État ne sera pas propriétaire de la propriété intellectuelle dégagée. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la sphère plutôt de laboratoire voilà, mais c'est des choses qui permettent aussi à l'acheteur de passer outre la mise en concurrence.
Et le dernier qui existe, faut que je cite puisqu'on parle des exceptions, c'est l'unicité de la solution. C'est-à-dire que vous proposez à l'acheteur une solution qui est incroyablement unique, peut-être pas dans le monde, mais en tout cas à une dimension géographique accessible, avec une fonctionnalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et du coup, l'acheteur peut argumenter pour ne pas mettre en concurrence, parce qu'en fait, globalement, la mise en concurrence ne servira à rien puisque vous êtes la seule société au monde à fournir tel ou tel service. Donc, hormis ça, c'est de la mise en concurrence. Et du coup, en fait, quand on dit, donc j'entends beaucoup, hein, je vais être un peu direct ou provocateur, j'entends beaucoup de sociétés qui me disent, ah, mais comment on fait pour éviter la mise en concurrence? Bah, en fait, on fait pas. Et en fait, et une fois qu'on a dit ça, on fait avec les règles de la mise en concurrence. Donc là, vous avez un petit camembert. Pour ceux qui voient pas, j'ai indiqué parce que je vois pas non plus. J'ai indiqué 3 semaines, 3 mois, 9 mois. C'est pas un cycle de gestation. C'est 3 semaines, c'est le temps que l'acheteur va laisser dans un marché classique, hein, on va dire un marché de mise en concurrence sans grosse difficulté, entre le moment de la publication, le moment où au moment où le marché va être officiellement publié, donc porté à la connaissance du vaste monde, et donc ouvert à l'ensemble des candidatures, la publication va durer à peu près 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines, la publication s'éteint. C'est une moyenne, hein, et ensuite rentre sur le traitement des dossiers de candidature, donc des propositions technico-commerciales qui ont été transmises à l'acheteur, et ça va aller jusqu'à 3 mois pour les dossiers les plus simples, jusqu'à 9 mois pour les dossiers les plus compliqués. En général, donc c'est un temps quand même assez significatif, donc sachez que l'acheteur travaille énormément sur cet espace-temps, puisqu'il faut qu'il justifie l'ensemble des éléments et des décisions qu'il sera prise à l'issue de cette phase d'appel d'offres. Donc, souvent, pour éviter d'avoir à refaire la même chose tout le temps, les marchés sont souvent signés pour 4 ans. Enfin, c'est 2 ans ferme plus 2 ans optionnels, sachant que la commande publique, hormis encore une fois quelques exceptions, on ne va pas au-delà des 4 ans. Donc souvent, en fait, le marché est distribué pour 4 ans. Donc quand je dis ça, c'est que si vous n'êtes pas prêt avant la publication, si vous n'êtes pas organisé si vous n'avez pas organisé vos réseaux pour vous présenter en groupement, en GME, si vous n'avez pas trouvé un partenaire peut-être de plus grosse taille qui, lui, va être susceptible de porter une partie de l'offre, enfin la grosse partie de l'offre pour lequel vous arrivez avec une offre significativement différenciante et avec le cœur de niche que vous allez pouvoir animer, c'est pas quand le marché est publié où vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? C'est trop tard. Ça se fait bien avant et ça se fait du coup bien après. Mais ça se fait pas pendant. Pendant, ça veut dire que vous avez préparé les documents, vous devez focaliser votre attention sur uniquement la réponse à l'appel d'offres, pas la préparation de la réponse à l'appel d'offres. Donc, toutes les phases amont sont ultra importantes pour vous. C'est là où vous allez pouvoir vous renseigner sur les projets achats qui sont prévus dans les 3 ou 4 prochaines années. Je parle pour l'État, mais c'est de plus en plus vrai pour les collectivités territoriales, les grandes, les régions ou les métropoles. L'acheteur public publie un maximum en avance de phase, c'est son planning d'achat. Pour l'État, vous avez un fichier qui est pas terrible d'un point de vue ergonomie, mais qui a la valeur d'exister, qui est disponible sur le site de la DAE, Direction d'achat de l'État, où vous avez la programmation des achats de l'État à horizon 4 ans. Donc, ça laisse quand même le temps de s'organiser, ça laisse le temps de regarder réellement comment répondre à un appel d'offres qui arrivera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Les collectivités territoriales le publient soit sur leur site, soit se sont regroupées sur des plateformes régionales, donc géographiquement régionales, pour lesquelles vous avez beaucoup de régions. Je donne un exemple, c'est le plus récent, c'est la plateforme Scope en Occitanie qui va regrouper l'ensemble de la planification. Donc, je parle bien de la planification, c'est pas la publicité officielle des appels d'offres, donc c'est bien ce qui va arriver dans les 2 prochaines années. Et c'est à ce moment-là où il faut aller farfouiller sur toutes ces plateformes, regarder les marchés sur lesquels, donc les appels d'offres sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner, vous préparer à le faire, préparer vos dossiers, vos arguments, vos offres techniques,
préparer les groupements d'entreprises, les GME, pour pouvoir y répondre au mieux. C'est pas quand le marché est publié. Quand le marché est publié, c'est vraiment trop tard. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir aussi rencontrer l'acheteur, parce qu'en fait, pendant la phase officielle du marché, l'acheteur ne peut pas parler. Alors, nous sommes nombreux entre nous. Aujourd'hui, on n'a pas l'acheteur public n'est pas le plus causant, n'est pas celui qui spontanément va parler hors cette période, parce que déjà il est habitué à ne pas parler. Et c'est vrai, hein, on ne parle pas, on n'échange pas avec les candidats pendant cette phase d'appel d'offres. Et il a fallu un peu documenter textuellement les phases de sourcing pour motiver l'acheteur à sortir de son bureau et rencontrer les entreprises, rencontrer les solutions avant et après cette phase d'appel d'offres. Donc, c'est vraiment cette phase de préparation qui est aussi importante pour vous, pour rencontrer les fournisseurs, rencontrer les acheteurs, connaître réellement le contexte de l'achat, les aider à argumenter en avance de phase pour pouvoir utiliser, pourquoi pas, le décret expérimentation de 100 000 € parce que vous considérez que votre solution est innovante et vous considérez qu'il y a un intérêt à utiliser ce décret qui accélère les choses. Donc voilà, mon message, c'est ça se prépare vraiment. Et il y a un temps d'investissement qui n'est pas évident pour des petites structures, mais si vous ne faites pas l'investissement avant les appels d'offres, sincèrement, vous penchez pas sur un appel d'offres une fois qu'il est publié. Ça va être très compliqué, ça va être très chronophage et ça va être un peu inutile de passer tout ce temps pendant l'appel d'offres si vous l'avez pas préparé. Donc, je pense qu'Élodie reviendra sur certains points parce qu'on a échangé juste avant la visio. Je pense qu'elle a quelques trucs et astuces qui renvoient un peu ce que je dis de manière générale. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'acheteur, pour ceux qui ne voient pas très bien mon écran, c'est dommage, c'est le petit dessin à droite. Il y a une petite île isolée, en fait, entre deux continents. En fait, les continents, c'est d'un côté le monde énorme des offreurs de solutions, qui est compliqué de connaître dans son ensemble. Et de l'autre côté, il est un peu tout seul sur son île, puisqu'il va représenter aussi toute une sphère de prescripteurs, d'utilisateurs finaux qu'il ne connaît pas forcément et pour lequel il n'est pas toujours à même de pouvoir prendre telle ou telle décision. Donc, mon message, c'est aider l'acheteur. Voyez l'acheteur comme votre ami et fournissez-lui tous les arguments, toutes les armes, tous les éléments qui va lui permettre de motiver et de rallier le continent, là, en l'occurrence africain ou sud-américain, à votre cause. Donc vraiment, il faut voir l'acheteur comme une passerelle et vraiment l'outiller et vraiment l'aider en argument pour que ça puisse être en votre faveur, en tout cas que les solutions que vous portez, indépendamment du vecteur juridique, soient vraiment connues de tous. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il y aura des questions et j'ai largement emplafonné déjà mes 20 minutes. Donc, il y aura une séance de questions-réponses à la suite de notre exposé. Je passe avec grand plaisir la parole à Élodie pour Urban Canopy. Merci Stéphane. Alors, je vais vous partager également quelques petits visuels pour comprendre un peu mieux ce qu'on fait. Donc, nous, Urban Canopy, donc on est une jeune start-up issue des labos de l'école des Ponts et Chaussées. Et on conçoit des structures végétalisées. Surtout aujourd'hui, on a bien besoin pour rafraîchir la ville par le végétal. Hop, je vous partage mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon. On voit très bien. Oui. Super. Donc, on est très content d'être là déjà. Donc, merci à tous. Donc, on est labellisé, comme vous voyez ici, donc Green Tech Innovation et depuis peu French Tech Green 20. Donc, on est très heureux. On est aussi Solar Impulse et certifié B Corp. Et puis, on est maintenant accompagné aussi par la Caisse des dépôts. On a fait une levée de fonds à la fin d'année et aussi par BTP Capital Investissement. Donc, je vais vraiment expliquer très très rapidement ce qu'on fait pour après vous expliquer notre lien avec les marchés parce qu'on fait des marchés et c'est pas si compliqué que ça. Donc, je vais aller très vite sur la presse. Donc, nous, voilà, on végétalise la ville
pour la rafraîchir. Donc souvent sur des salons, sur les conférences, on a souvent un quart du visage vert parce que si on végétalise un quart d'une ville en plus, on peut baisser sa température. Donc c'est pas que notre solution, c'est l'ensemble des solutions végétales, tous ensemble. On peut agir main dans la main pour le climat et donc c'est ça sur lequel on joue. Donc le but en fait in fine d'Urban Canopy, c'est de couvrir en fait tout type de surface disponible, que ce soit au sol, en façade, en toiture. Mais en tant que jeune société, en tant que start-up, on a dû trouver notre modèle économique et donc on a commencé par un modèle de type mobilier urbain végétalisé. Donc vous voyez ici qu'on a appelé Corolle. Donc ça, ces Corolles-là, elles sont installées, celles-ci, à Châlons-en-Champagne. Et là, c'est une photo prise au bout de 9 mois. Et ici, Châlons-en-Champagne, la même place au bout de 12 mois. Voilà, donc voilà, c'est composé de différentes choses. Un pot, des structures en matériaux composites, c'est justement toute la techno d'école des ponts. Et le plus important, le végétal, la plante grimpante. Donc il y a toute une technologie derrière et justement, on se sert aussi de ça pour argumenter notamment sur les marchés innovants. Voilà, donc là c'est une petite photo pour montrer le végétal. Là c'est un site privé, donc on a des clients aussi bien publics que privés. Là c'est sur le site du siège social Liebherr Aerospace à côté de Toulouse. On voit la présence de biodiversité. Alors, pour faire un petit focus sur le marché maintenant. Donc nous, depuis le début, on a commencé à commercialiser les corolles été 2019 et on a à ce jour fait 48 commandes. Dans les 48 commandes, on a fait 23 marchés publics et 15, on va dire, marchés privés. Dans les marchés publics, on en a 13 qui sont des marchés innovants. Donc, ce que vous expliquez, Stéphane, c'est les marchés justement de 0 à 100 000 euros où il faut justement montrer un côté, bien sûr, innovation. Donc, je reviendrai dessus après. Mais malheureusement, qui s'arrête donc à la fin d'année. Donc, je croise les doigts pour que y ait un petit plus pour continuer dessus. On a fait donc 13 marchés innovants, 2 marchés classiques, donc marchés traditionnels avec mise en concurrence. Et 7 commandes directes. Donc, il y a 2 ans, c'était moins de 25 000 euros. Et là, en ce moment, c'est donc tout achat inférieur à 40 000 euros. Sur ces marchés innovants, ce qui est vraiment, nous, c'est grâce à ça qu'on a pu vraiment décoller, parce que en termes de process, en termes de faisabilité, c'est beaucoup plus rapide. Et pour vous donner une petite idée sur donc toutes les commandes qu'on a, les 48, on a installé 120 corolles. Donc là, vous voyez, voilà la petite carte de France avec toutes les corolles. Mais il n'y en a pas que en France, on a fait aussi l'export. Et ce serait justement une question que j'aurais après pour vous, Stéphane, quid des marchés en Europe? Ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir, maintenant qu'on sait comment faire pour la France, avoir des petits tips justement sur les marchés européens. Est-ce que c'est différent suivant les pays, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que ceux qui nous regardent aussi. Donc sur les marchés français, voilà, donc marché innovant, marché classique. Pourquoi nous, on est passé par les marchés innovants? Parce que c'est beaucoup plus simple en termes de temps. Comme le disait Stéphane, les marchés classiques sont très longs. Et quand on est une jeune société, il faut avoir du chiffre d'affaires rapidement. Et donc, en guise d'exemple, nous, les marchés qu'on a, ça va de 2 mois jusqu'à l'installation en fait de notre solution, de 2 mois à 2 ans. Donc, le délai peut être très, très long. C'est pas forcément facile d'engranger directement une commande. Et donc 2 ans, voilà, c'est très long. Les marchés classiques, on les a fait parce que ça dépassait 100 000 euros. Et pour avoir les marchés innovants, alors le premier c'était Reims, qui nous a fait confiance. Forcément au début, c'est pas facile pour un marché tout court en fait. Donc c'est toujours très compliqué en tant que jeune société, surtout quand on fait quelque chose justement d'innovant. Quand bien même sur un marché innovant ou pas, c'est dur de convaincre une ville. Et donc c'est un sacré travail au tout début pour expliquer ce qu'on fait. Montrer qu'on va être là, qu'on va pas lâcher le client dans la nature, d'être près de lui, et ensuite grâce au premier marché, c'est comme ça fait un peu effet domino. C'est quand on a les premiers qu'on a derrière les autres marchés. Ce qui est très facile, ce qui est très pratique aussi, c'est de commencer avec des commandes directes, où là pour le coup c'est très 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 rapide. Mais voilà, il faut aussi sacrifier aussi
des petites choses puisque c'est pour des plus petits montants. Et donc c'est tout à fait normal, comme disait Stéphane, bah oui, la mise en concurrence, bah c'est normal. Et donc c'est du travail au corps derrière sur la durée. Moi, voilà, de ce qu'on a vécu, c'est pas, voilà, enfin, faut pas se dire qu'un marché c'est compliqué. C'est comme tout, il faut se mettre dedans. Moi, je suis ingénieur agro de formation et c'est moi qui ai fait les premiers marchés de la société, donc n'importe qui peut les faire. Alors oui, c'est un petit peu de paperasse, mais c'est pas très compliqué. Il suffit de remplir les formulaires. Finalement, c'est la même chose à chaque fois, donc c'est vraiment pas compliqué. Il y a aussi Chorus qui existe. J'en avais déjà parlé à un autre webinaire. Certaines personnes avaient rigolé parce que j'avais dit que Chorus était plutôt simple d'utilisation, et c'est vrai. Je le redis, c'est pas très compliqué. Il faut pas être un expert de l'informatique pour ça. Après, ce que je vous recommande aussi, c'est que par exemple, nous, ce qu'on a vu, il faut pas forcément viser tout de suite les grosses villes, par exemple, parce qu'on se rend compte que plus une commune, plus une ville est grosse, plus un client est gros, plus le process est long, malheureusement, parce qu'il y a plus de personnes dans les services, c'est plus compliqué, voilà, il faut passer le dossier, etc. Donc finalement, les signatures sont beaucoup plus longues avec des grands clients que des petites villes. Voilà, ça c'est la petite histoire. Et tout ce qui est agglomération, là c'est encore plus long parce qu'il y a plusieurs acteurs dedans. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que en effet, quand c'est des gros marchés, faut pas hésiter en effet à se regrouper et donc à faire aussi aller voir des grands groupes qui soient prescripteurs, d'être intégrés dans des marchés. En tant que sous-traitant, c'est très simple aussi, c'est beaucoup plus facile aussi parce que forcément, c'est pas facile pour un client d'avoir aussi confiance en une petite entité, à une petite start-up. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a bloqué au début, c'est forcément, on regarde aussi le chiffre d'affaires de la société. Et quand bien même il soit à zéro, faut quand même remplir les cases. Donc en termes d'années de création de l'entreprise, c'est toujours un peu délicat quand on vient de se créer de prouver qu'on peut être là aussi sur la durée, parce que c'est aussi un engagement. Et si je reviens maintenant sur les marchés innovants, c'est ce qui est pas facile aussi. Bon là c'est bientôt fini, mais c'était aussi d'expliquer à la ville que c'est possible. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est un argumentaire, vraiment un papier Word, un document, on l'a rédigé nous-mêmes en réexpliquant justement ce fameux décret de Noël, ce qu'il y avait dedans. Pourquoi on était innovant. Donc nous, par exemple, on est innovant parce qu'on a le statut jeune entreprise universitaire. On bénéficie aussi du crédit impôt recherche. On a ce lien avec l'école des ponts, justement, et on a différents brevets. Donc de montrer qu'on a des brevets, montrer qu'on fait de la R&D. Et aussi, ce qu'il faut vraiment rassurer à chaque fois, c'est de dire on teste quelque chose d'innovant. Innovant égale nouveau. Et donc la personne peut se dire c'est pas forcément fiable. Et donc de se dire que justement c'est un accompagnement, que c'est une expérimentation et que justement si nous on avance dans le temps avec des nouveaux process, des nouveaux outils, des nouvelles choses qu'on leur mettra à disposition dans le cadre de ce marché-là. Par exemple, nous donc on fait du mobilier urbain végétalisé, donc c'est la corolle. La corolle, elle s'arrose toute seule. Donc en fait, on a un système d'irrigation intégré, piloté à distance. Donc voilà, ce qu'on dit aux villes, c'est que le dispositif donc permet d'être suivi en temps réel. On donne l'application disponible aux clients qui puissent voir justement ces données en temps réel. Et ce qu'on a expliqué aussi, c'est que ce système d'irrigation, s'il est amené à évoluer d'ici 1 an, 2 ans, eh bien, si on rajoute de nouveaux capteurs, gratuitement, on changera la box dans la corolle mise à disposition de la ville et qu'on fera évoluer justement les différents systèmes avec les données qui vont également changer. Donc ça rassure aussi parce que ça montre que on est ensemble. C'est quelque chose qui se fait à deux. Et en plus de ça, si la ville ne connaît pas forcément ces dispositifs de marché innovants, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a tout simplement montré, comme on avait fait avec d'autres villes, on a montré le process, on a montré les argumentaires, voilà, pour les aider dans la rédaction de ces marchés-là. Voilà, donc je crois que j'ai fini. Si y a des éléments qui n'ont pas forcément été clairs, je peux aussi revenir dessus. Hop, j'arrête le partage. Et puis voilà, moi j'avais une petite question, c'est sur les marchés donc européens. Si vous avez la réponse, Stéphane, ce serait avec grand plaisir. Et puis aussi sur
La suite avec Lugap, par exemple, qui existe aussi, où pour acheter, enfin voilà, c'est la plateforme des achats publics. Mais pareil, c'est assez long, donc nous, on est un peu entre la transition entre les deux. Et donc, entre les deux, malheureusement, on sera sur les marchés classiques. Donc voilà. Alors, je vais essayer de répondre à plein de trucs, puis je vais rebondir sur 2-3 trucs que vous avez précisés, et je pense que c'est important. Vous parliez, effectivement, il faut peut-être pas forcément, quand on se lance dans la commande publique, se lancer vers les grosses métropoles ou les grosses régions, parce que du coup, le processus de validation est plus long. Et ce qui est vrai aussi, du coup, je fais le corollaire avec l'État. C'est vrai que j'ai parlé un peu tout à l'heure assez rapidement des établissements publics. Il y a plein d'établissements publics qui ont une capacité d'agilité et de souplesse beaucoup plus grande que des gros ministères un peu installés régaliens. Il n'y a pas de critique quand je dis ça. Les deux modes fonctionnent. Et c'est peut-être plus simple de se faire la main sur des appels d'offres qui sont en plus moins visibles. Donc la concurrence potentiellement sera un peu moins marquée auprès de l'agence de l'eau d'Artois Picardie ou de l'ARS, je ne sais pas de quelle région. Je sais pas. Voilà, donc regardez bien ces histoires d'établissements publics. Je pense que c'est important. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que si vous voulez suivre l'actualité des appels d'offres, donc des marchés, il y a effectivement toute la planification de programmation que vous pouvez trouver sur différents sites, différents éléments de regroupement. Comme tous les appels d'offres sont publiés, donc je parle bien des sujets au-dessus de 40 000 euros, inscrivez-vous sur les grandes places ou les grands, ce qu'on appelle profil d'acheteurs. Par exemple, pour l'État, donc là, l'État, l'ensemble des ministères et une grosse partie des établissements publics, il y a un endroit sur lequel l'ensemble des marchés vont être publiés, c'est-à-dire publiés étant le démarrage du compte à rebours, truc officiel. Ça s'appelle Place. Donc c'est pareil, vous y accédez à travers le site des achats de l'État, direction des achats de l'État. Vous renseignez votre profil, vous mettez des warnings et vous allez être tenu au courant de l'ensemble des marchés qui sont publiés. Donc c'est pas qui vont être publiés, là ils sont publiés, mais au moins vous êtes sûr de ne pas en louper un que vous avez pu cibler dans les phases précédentes. Et l'autre point, c'est un peu ce que tu expliquais, c'est moi, je vous conseille, le temps que le décret de 100 000 euros existe, mais je suis sûr qu'il va perdurer, parce qu'on y croit tous, ayez bien, en fait, une boîte, c'est le décret de Noël, donc ayez une boîte de cadeaux 100 000 euros pour l'acheteur. C'est-à-dire le truc complètement packagé, c'est la boîte d'expérimentation qui est inférieure à 100 000 euros. Vous avez fait tout l'argumentaire qui va bien pour expliquer en quoi cette expérimentation, l'objet que vous proposez à l'acheteur qui coûte moins de 100 000 euros, donc qui est éligible à ce décret, voilà en quoi c'est ultra nouveau et voilà en quoi c'est ultra performant et en quoi ça apporte un gain de bénéfices fondamental. C'est vraiment, si vous avez ça dans votre catalogue de produits, c'est une sorte de tête de gondole, vous le mettez en avant et en fait, vous pouvez là du coup inciter l'acheteur à ne pas passer par un appel d'offres parce qu'il aura en fait tous les arguments nécessaires pour aller justifier qu'il ne va pas passer par un appel d'offres. C'est-à-dire que s'il ne sait pas le justifier, il va être du coup contraint. Donc, si vous arrivez avec une super boîte packagée avec le beau neuneu, aidez l'acheteur à passer un beau Noël et je pense que c'est pas mal. Ouais, sachant que je tiens juste à une petite précision, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 100 000 euros. Hein. C'est vraiment de 0 à 100 000 euros. Et aussi, ce qui est aussi possible, c'est de dire, voilà, la première année, je dépense X de ce marché-là et je gagne pour la deuxième année. Ça, c'est aussi possible. Si c'est pas en une fois, ça peut être, en nous, c'est plusieurs corolles, X corolles pour 100 000 euros. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre autant. Ça peut être aussi à tiroir. Voilà. Il faut que la somme des corolles achetées sur la temporalité fasse moins de 100 000 euros. Mais voilà, tout à fait. Alors, pour l'export, j'ai au moins parlé de l'Europe. Donc, tout le monde est régi aux mêmes règles. D'accord. Donc, en fait, les seuils sont des seuils européens. Enfin, quand je dis les seuils, c'est pas les seuils de 40 000 euros. Hein, mais en fait, il y a des grands seuils, des grands blocs, des grands paliers qui sont fixés au niveau de l'Europe. Et donc, tous les pays sont régis avec la même enseigne. Et tous les pays sont de toute façon régis dans le même bain de la commande publique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la commande publique en France est une émanescence de la commande publique européenne. Donc, je pense je connais pas bien, je suis pas là depuis très très longtemps. Je pense qu'il n'y a pas de surprise quand vous allez vous projeter en Europe. C'est-à-dire que vous allez avoir
la même philosophie, le même état d'esprit et vraisemblablement les mêmes gros blocs dans les consultations. Les seuils peuvent bouger d'un pays à l'autre. Par exemple, vous n'allez pas trouver un décret de 100 000 euros ailleurs. C'est une expérimentation que la France s'est proposée de mener. Donc ça, vous l'avez pas ailleurs. En revanche, la mise en concurrence, c'est quelque chose qui est totalement naturel. La non mise en concurrence pour l'unicité de la solution ou non mise en concurrence pour voilà, des montants très inférieurs, ça existe en Europe. Chacun va avoir sa lecture du montant. Ce qui va toucher au partenariat d'innovation et donc tout ce qu'on dit c'est pre-commercial agreement, donc tout ce qui va être, on va dire, on va travailler en coopération pour développer une solution qui n'existe pas. Cette notion est une notion européenne, donc c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Il faut juste savoir, c'est que on a une lecture en interne de l'État et je sais au niveau des acteurs publics un peu critique par rapport à la personne publique qui n'est pas très ouverte à l'innovation. Je pense qu'on est quand même un des pays les plus ouverts à l'innovation. La partie scandinave est quand même assez ouverte et à une appétence développée, mais globalement, on n'est pas trop mauvais en France. Alors, on peut critiquer, hein, et je suis le premier si ce n'est critiquer, en tout cas à travailler avec les acheteurs, mais voilà, l'innovation, c'est quelque chose qui est pas encore complètement bien répandu partout en Europe. Voilà, on va dire ça comme ça. La prise de risque n'est pas partagée partout. D'accord, merci. Voilà, donc j'ai fini mon intervention. On est avec Élodie ouvert à toutes vos questions. Et Jeanne, je te repasse la main. D'abord, merci à vous deux pour votre intervention. C'était très, très intéressant. J'ai rien eu à faire. Vous avez fait ping-pong. C'était vraiment parfait. Nous avons perdu Jeanne. Nous avons perdu Jeanne. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Audrey, Véronique, vous voulez prendre les questions et on y répond? Comment vous voulez qu'on procède? Désolée, ça a coupé quelques secondes. Du coup, vous avez commencé à poser des questions. Je vais Non, le faire. justement, on peut voir avec vous. Je veux bien, Martin, que tu prennes la main parce que du coup, le chat s'est effacé, s'il te plaît. Ok, bonjour tout le monde. Alors, donc dans l'ordre chronologique, les premières questions du coup étaient destinées à Stéphane. Il y a une question de Quentin Folconier qui était bonjour, et du coup sur 3 ans, on peut imaginer une enveloppe de 120 000 euros avec 80 000 euros la première année, puis 20 000, puis 20 000. C'est souvent le cas sur des sujets logiciels. Alors moi je ne comprends pas exactement la question, je ne sais pas si… Ouais, si. Stéphane… Je reprends la question parce que Quentin, vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question existentielle majeure. Et la réponse, si on se place dans ce décret des 100 000 euros, la réponse c'est non. Quand je parlais tout à l'heure de l'objet du marché, c'est bien le bloc acheté. On ne va pas s'amuser à saucissonner un marché pour faire que chaque sous-marché va avoir un montant acceptable et inférieur à 100 000 euros. En fait, ce que j'expliquais, c'est que quand on parle d'abonnement, alors soit là, par exemple, des abonnements sur des applications numériques, SaaS ou des choses comme ça, en fait, le législateur va regarder la cohérence du marché, c'est-à-dire en fait, dans quelle mesure cet abonnement a été pris pour 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'il y a des sous-marchés ou des sous-commandes différentes. Et en fait, ils vont faire ce qu'on appelle la computation des seuils, il faut quand même connaître le terme. Et donc, en fait, on va additionner la cohérence du marché sur son objet et sur sa temporalité. Et donc, si on ne peut pas faire du saucissonnage de marché pour espérer passer entre les gouttes et faire que ça soit finalement un peu inférieur à 100 000 euros sur l'un et un peu inférieur à 100 000 euros sur l'autre. C'est pas possible. Voilà. Donc, la réponse, c'est non. Voilà. Ok, merci beaucoup. Quentin, si vous souhaitez préciser votre question, je vous laisse aussi compléter cela dans le chat du streaming. Du coup, la seconde question, c'était de Carlos de Suburban. Monsieur Conti, est-ce que le seuil d'achat d'innovation peut être cumulé, donc X fois 100 000 euros, entre plusieurs organismes publics? Oui. La réponse est oui.
Alors, la réponse est oui, mais attention, parce que il faut pas dévoyer quand même le dispositif. Ce que dit le décret, c'est il faut que la chose achetée soit nouvelle et innovante. Non. Pour définir l'innovation, vous avez l'aspect novateur et l'aspect plus-value, c'est-à-dire générateur de bénéfices substantiels. Donc, j'enlève cette partie, je garde la partie novateur. En fait, après, on va avoir la lecture sous 4 angles de la nouveauté. C'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché, qui est en train de sortir des laboratoires, et donc, oui, c'est nouveau. C'est quelque chose qui vient d'arriver sur le marché sous un angle commercial, commercialisation, et c'est très peu répandu à l'usage. Donc, oui, c'est nouveau. C'est quelque chose qui est adapté à un besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on va tordre le besoin. J'ai un besoin qui diffère de l'usage du produit, et du coup, en fait, on va l'adapter à mon besoin. Donc, oui, c'est nouveau. Et le dernier truc, et ça va répondre à votre question, c'est nouveau parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et finalement, autour de moi, personne ne l'a encore utilisé. Quand je dis autour de moi, ça peut être quelque chose qui vient du privé que la sphère publique n'a pas utilisé, ou que si je suis dans les Hauts-de-France, bah, finalement, c'est utilisé en Corse et je ne sais pas pourquoi personne dans les Hauts-de-France ne l'a utilisé. En revanche, quand je commence à l'utiliser, je deviens premier. Donc, c'est nouveau pour moi. Le deuxième, on pourra peut-être encore argumenter l'aspect nouveauté, mais une fois que c'est enclenché, ça vaut plus nouveau. Donc, ça n'est plus éligible à l'innovation puisqu'on perd ce caractère novateur. Donc, pour répondre à cette question, plusieurs acheteurs différents, plusieurs profils acheteurs différents peuvent acheter, recourir à ces 100 000 € de manière quasiment simultanée, on va dire ça comme ça. En revanche, à un moment donné, ça va perdre de son caractère nouveau parce que ça deviendra un produit ou un service standard, ou en tout cas une référence qui va prendre sa place. Et donc, on ne pourra plus utiliser ces caractères nouveaux. Donc, la réponse est oui, mais pas tout le temps. En tout cas, sur un espace-temps limité, sur une prise temporelle limitée. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Pareil, encore une fois, Carlos, si vous souhaitez compléter la question, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On va changer du coup d'interlocuteur. Du coup, une question pour Élodie maintenant, un peu plus technique. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour convaincre le client public pour acheter sans mise en concurrence? Il me semble que vous en avez déjà un peu parlé, mais c'est pour expliquer un peu plus. Merci. Donc nous, on a la chance d'avoir une technologie issue des laboratoires de l'École des Ponts et Chaussées. Donc de par ce lien, on a le statut jeune entreprise universitaire. Donc, ce qui fait un lien justement avec la recherche, avec aussi le côté innovation. On est aussi labellisé Green Tech Verte, donc il faut tous être labellisés Green Tech Verte, petit clin d'œil au ministère. On est aussi éligible au crédit impôt recherche, donc le crédit d'impôt en faveur de la recherche, et au crédit d'impôt en faveur de l'innovation. Donc en fait, on a dû c'est vraiment ce lien avec la recherche publique aussi au niveau École des Ponts, et aussi de par différents brevets qu'on a. Donc que ce soit un brevet sur la partie structurelle de la corolle, sur des noix de connexion, et en fait finalement on a dû expliquer que finalement nous en fait on permet de végétaliser les espaces publics et privés partout où on n'a pas de solution pour végétaliser. Donc partout, on ne peut pas planter en pleine terre, par exemple. Partout, on a des réseaux souterrains, on a des problématiques de charge. Là, on a des parkings. Et donc, on n'a pas de concurrents directs. On a des concurrents indirects, que ce soit des solutions qui rafraîchissent, comme des fontaines publiques, ou qui font de l'ombrage, comme des parasols. Mais on est complètement différenciant. Donc, en fait, on a dû montrer qu'on avait une innovation de rupture là-dessus. Donc, et qu'on était éligible justement à ce besoin aussi existant, à un besoin nouveau, donc celui des îlots de chaleur urbains. Donc en fait, il faut se dire quand on crée un produit, c'est déjà pourquoi je le fais. Si on le fait, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un besoin. Donc ça répond à un besoin existant. Et si on crée quelque chose, c'est que ça n'existe pas forcément. Donc sur quoi on est différenciant. Donc c'est là-dessus, vraiment qu'il faut jouer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et après, l'autre argument, c'est que vous êtes arrivé avec une offre qui faisait moins de 100 000 € et que l'acheteur public qui connaissait le décret 100 000, du coup, a sauté sur l'occasion. Oui, aussi, voilà.
Merci beaucoup, Elodie. Du coup, une seconde question pour vous. C'est pourriez-vous expliquer comment documenter le caractère innovant d'une solution qui la rend éligible au dispositif de marché innovant? Ah, c'est la Enfin, même, je pense c'est que la même Stéphane peut question. répondre aussi. Ouais. Ou c'est à peu près la même, c'est la même Ah, question, non? Ou alors j'ai mal compris ouais, la question. non, c'est la même question. Je vous dis, sous l'angle de la commande publique, hein, voilà, parce que il y a une définition qui existe, qui fait peur aux acheteurs et qui ne devrait pas faire peur, puisqu'en fait, elle englobe, elle est très large. Parce qu'on sait que la notion d'innovation, en plus, c'est qu'on ne peut pas vraiment la faire rentrer dans une case avec des critères, des trucs, des machins. Enfin, donc, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est nouveau. Et donc, j'ai expliqué tout à l'heure le caractère nouveau, donc je ne vais pas le revenir. Et c'est pas tant différenciant, vu de la commande, c'est que ça apporte un bénéfice ou une valeur ajoutée substantielle. Alors, selon les textes, c'est significatif, donc c'est un peu, et substantiel, c'est beaucoup. Donc, on va se mettre entre les deux. Et la question, c'est par rapport à quoi? Donc, par rapport à une situation existante. Donc, si je prends les corolles de Urban Canopé, c'est par rapport à des plantes en pot. Voilà. En quoi vous avez des plantes en pot? Moi, je vais me différencier, je vais vous apporter une valeur significativement supérieure, à la fois sous l'angle technique, mais sous l'angle de l'arrosage, sous l'angle de la durée de vie, parce qu'on sait que globalement, les plantes en pot, s'ils ne sont pas arrosés correctement, ben, ça meurt. Donc, en fait, ça perd de son intérêt assez vite. En fait, vous allez vous baser sur l'existant, en quoi l'existant apporte un certain niveau de bénéfice, en quoi moi j'apporte un certain niveau de bénéfice nettement supérieur, et en quoi j'apporte une réponse par rapport à des points d'irritation qui sont ceux d'aujourd'hui, enfin, avec la limite, on va dire, du service ou de la technologie. Vous allez faire une grille comparative là-dessus et vous allez voir dans quelle mesure vous êtes, voilà. Alors après là, il n'y a pas d'échelle, hein, donc il faut imaginer une échelle. Mais est-ce que vous êtes vraiment significatif ou substantiellement supérieur? Et gardez en tête, parce que c'est important, la notion de performance dans l'achat, c'est pas uniquement de la performance technique en tant que telle. Alors, il y a, hein, je veux dire, Urban Canopé ne ferait pas des belles corolles comparées à des plantes en pot. On aurait du mal à apprécier le caractère innovant de leur offre. Mais n'oubliez pas le volet coût complet. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas uniquement, on va dire, des gains de performance à l'achat. Vous pouvez avoir des gains de performance sur les éléments de maintenance, de service, de durabilité, de durée de vie. Voilà, vous allez utiliser des corolles 4 fois plus longtemps qu'une plante en pot. Donc, du coup, ça apporte énormément de valeur ajoutée quand même à l'usage. Et ensuite, vous avez tout l'aspect achat responsable. Je en ai parlé tout à l'heure pour introduire, mais c'est la commande publique est bien quand elle est responsable, quand elle est en faveur de l'environnement, donc elle a un impact positif sur les éléments environnementaux et un impact positif sur les environnements sociaux. Donc, si vous arrivez à mettre, par exemple, dans votre offre, un système de boucle circulaire, soit réutilisation de produits, soit de réutilisation de matières recyclées, soit, on va dire, une capacité, on va dire, de traitement des déchets de votre solution, quand on parle d'une solution de produit, mais ça marche aussi pour la partie numérique avec les éléments de Green IT. Ça, c'est des choses, c'est des points de performance supplémentaires. Donc, ne lisez pas uniquement votre solution par rapport à un état des lieux technique, mais englobez ça dans un ensemble, dans un contexte qui s'appelle l'usage et la sphère politique, dans le sens les politiques publiques. Voilà. C'était un peu long, désolé. Merci beaucoup, Stéphane. Il y a une question là, plus technique de Ciao Mego de la part de Julien Pack, qui est nous proposons une solution. Bon, il y a un petit préambule du coup. Nous proposons une solution de recyclage, valorisation matière, et un de nos confrères est déjà inscrit sur plusieurs plateformes de marché public, type UGAP ou plateforme de région, avec une solution de valorisation énergétique. Dans ces plateformes, la définition du marché inclut le terme traitement, qui intègre aussi bien la valorisation énergétique et matière, ce qui nous empêche d'intégrer ces plateformes et faciliter le recyclage pour les acteurs publics. Comment faire? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout suivre. La question est disponible dans le chat de toute manière, si vous voulez, Stéphane. Mais, là, ouais, enfin, j'ai pas les questions du chat, mais Martin, tu me renverras sur ma boîte email avec peut-être le nom, et puis je répondrai ça, parce que là, on est sur un point. Ouais, c'est ça. Très bien, très bien. Mais je vais en profiter pour répondre sur l'UGAP, parce que tout à l'heure, Elodie
à soulever le sujet de l'UGAP. Donc, l'UGAP, c'est l'Union des groupements de l'achat public. Donc, c'est la grande centrale d'achat public en France. Sachez que c'est pas la seule. Il y en a deux autres qui s'appellent UniAchat et le RESA. UniAchat, donc U-N-I-H-A et RESA, R-E-S-H-A, le réseau des achats et puis je sais pas. Qui sont plutôt orientés, on va dire, plutôt spécialisés, on va dire, dans la sphère hospitalière, mais pas que. Hein. Donc, il y a du médicament, il y a du matériel hospitalier, mais il n'y a pas uniquement que ça. En fait, ces centrales d'achat, elles ont un avantage pour la personne publique, donc et principalement les territoires, mais l'État utilise assez fortement l'UGAP, c'est que c'est l'UGAP qui va porter la procédure de marché, donc l'appel d'offres dans le cadre de la commande publique. Donc en fait, une fois que l'UGAP déroule l'appel d'offres sous l'angle commande publique, ils vont mettre à disposition ces solutions aux acheteurs qui n'aura plus qu'à passer un bon de commande, moyennant markup, moyennant fee, parce que pour financer l'UGAP. Et donc oui, l'UGAP, en fait, c'est un passage un peu incontournable si vous voulez toucher les acteurs principalement territoriaux, c'est-à-dire plus on descend dans la taille des acteurs et plus les gens vont se tourner vers l'UGAP parce qu'ils n'ont pas le temps de traiter les appels d'offres. Ça dédouane pas de la commande publique parce que ça reste à la fin adressé à la personne publique. Donc l'UGAP va mener l'appel d'offres sous l'angle de la commande publique. Mais l'avantage, c'est que l'UGAP, en fait, renouvelle assez souvent, on va dire, son catalogue, même s'ils n'aiment pas de parler du catalogue de l'UGAP. Mais donc, en fait, ils ont une fréquence, on va dire, de rafraîchissement de leur offre qui est assez plus grande que ce que l'on peut trouver auprès de l'acheteur public qui va mener sa procédure une fois pour toutes pour 4 ans, parce que comme ça, il sera débarrassé. Donc, il y a forcément de l'appel d'offres, c'est forcément de la commande publique, mais il y a un turnover, on va dire, plus fréquent. Voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Jeanne, c'est bon. Il y a des questions un peu plus pratiques auxquelles on pourra répondre après au compte-gouttes par mail si vous le souhaitez. Par exemple, bonjour, faut-il se faire référencer sur ces plateformes UGAP, UniAchat en amont afin de pouvoir répondre aux AOP? En fait, non, vous ne faites pas référencer, vous répondez aux appels d'offres qui sont publiés par ces plateformes. Il n'y a pas de référence. C'est pas un catalogue, c'est pas un listing où l'UGAP va taper en fonction des besoins. Voilà, ils vont lancer un appel d'offres mobilier urbain, voilà, et donc vous allez répondre. Et si vous êtes qualifié ou si vous êtes retenu dans cet appel d'offres, du coup là vous allez rentrer dans le catalogue officiel vous êtes référencé, mais en tant que solution ayant passé avec succès et brio l'appel d'offres. Très bien, merci. Donc une dernière question, on arrive bientôt au bout. Après, on a dit qu'on pouvait peut-être rajouter 10 minutes si ça vous dérange pas. Mais comment faire connaître une solution innovante méconnue des marchés publics pour répondre à un nouveau besoin fort? Comment faire connaître une solution innovante? Ouais, il la répète. Nous avons créé des barrières anti-inondation écologique, sujet vraiment d'actualité et pourtant aucune demande des marchés. Alors, Élodie, je ne sais pas si… si je peux me permettre, en fait, c'est pas… Quand on fait un marché innovant, justement, comme il n'y a pas de mise en concurrence, c'est pour aussi répondre à un besoin précis, à une demande précise d'une ville, par exemple. Donc, c'est aussi des discussions qu'on a quand on fait le Tour de France. On fait du porte-à-porte, on va voir les villes, les services verts, on leur demande, s'ils ont des problématiques, etc. On leur montre notre solution, et c'est là où ils se disent oui, justement, là j'ai une place par exemple minérale, j'ai pas de solution, je sais pas quoi mettre ici, mais j'ai un problème. Donc là ils se disent ok, en effet ça n'existe pas, il faut une recherche interne, ils font de la prospection, ils regardent à côté, ils font des petits benchmarks, etc. Et là ils voient qu'en effet ils n'ont pas de solution. Donc dans ce cas-là ils ouvrent par exemple, ils créent un marché innovant. Donc en fait, il n'y a pas forcément des plateformes avec les différents marchés innovants. C'est parce que justement, c'est des besoins, on ne sait pas forcément qu'il y a des solutions là-dessus. Donc c'est pas forcément facile de savoir le rédiger en ce sens-là. Après, sur des marchés publics classiques avec mise en concurrence, il faut être à l'affût de ce qui existe aussi. Faut aussi faire un peu de communication pour que les villes aussi nous connaissent. Sachent qu'on existe,
voit aussi avoir une certaine confiance en ayant déjà des projets installés, montrer que ce qu'on fait c'est du sérieux, qu'il y a une équipe derrière, etc. Mais il faut aussi aller vers le contact humain, montrer notre solution. Parce qu'en effet, si on ne sait pas qu'on existe, on peut pas, voilà, il faut qu'il y ait un match, quoi. Voilà. Je vais rebondir, enfin, je vais enrichir ce que vient de dire Élodie, parce que je suis complètement d'accord. En fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'acteur public, en général, planifie ses achats et donc, du coup, les planifie, donc les publie. Quand je dis planifie, c'est on planifie ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Après, il y a toute la zone d'incertitude des choses qui arrivent qu'on ne connaît pas. Alors, ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est la mécanique budgétaire. En fait, tout va être budgété. Donc, ce qui est planifié est budgété et ce qui va être inconnu va être quand même un peu budgété. Et ce qui n'était pas prévu mais qui va arriver, exemple des inondations, donc la recherche de solutions contre les inondations ou pour prévenir les inondations ou pour anticiper ou va à un moment donné rentrer dans la réflexion de la personne publique et on va se dire mais oui, il faut qu'on achète un truc. Mais pour acheter un truc, il faut de l'argent. Enfin, quand je dis il faut de l'argent, il faut qu'il y ait la ligne budgétaire. L'acheteur, contrairement à une entreprise privée, en fait, je vous rappelle qu'une entité publique ne peut pas être déficitaire. C'est interdit, on n'a pas le droit. Donc, en fait, tout va être budgété. Donc, en fait, c'est le bon moment, en juillet, août, septembre, d'aller voir les communes qui auront certainement besoin de solutions, exemple, contre l'inondation, de parler de votre solution, de les aider à budgéter cette ligne budgétaire qui sera nécessaire pour l'acheter. Voilà. Donc, ce que dit Élodie, c'est très vrai. Il faut aller sur le terrain, ça prend un temps de dingue. Donc, il faut avoir des cibles marketing très précises. Il faut passer le temps, effectivement, pour expliquer, convaincre et expliquer en quoi la solution existe par rapport à un problème, un irritant que la collectivité, la personne publique traîne depuis des années sans avoir trouvé de solution. Mais il faut savoir qu'en fait, il faut que cette solution soit budgétée. Ou alors, en fait, l'acheteur va falloir piquer dans les crédits et des lignes budgétaires. Enfin, ça va pas l'arranger. Hein. Vraiment, croyez-moi, si vous aimez pas, si vous aimez l'acheteur public, vous allez adorer le comptable public. Hein. Donc voilà. Donc, ayez ça en tête. C'est-à-dire, faire connaître votre solution, c'est bien. Il faut la faire connaître au bon moment pour que les crédits soient affectés correctement. Voilà. Donc, c'est le moment. Voilà, c'est le bon moment. Ok, merci beaucoup. Il y a une question qui a été sautée qui disait que l'arrêt du décret expérimental s'applique à l'exécution ou à la signature. C'est-à-dire un contrat pourrait être signé fin 2021 pour exécution en 2022? Oui, le contrat, la date couperet, qui est le 23 décembre 2021 à aujourd'hui, c'est la date de signature, donc l'engagement des crédits. Voilà. Donc, si le contrat est signé le 22 décembre, pour une exécution qui va durer pendant 3 ans, après cette signature, ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment courir auprès des acheteurs, voilà, pour leur faire une promotion d'enfer de ce décret où il vous reste 6 mois. Super, merci. Une autre question, est-ce que les plateformes d'achat type UGAP permettent de contourner les seuils? Bah non. Non, du coup. Très bien. Et la dernière question, c'était, est-ce que l'État a une plateforme? Non, je vais revenir quand même. Non, il y a quand même une petite subtilité à l'UGAP. Alors, je vous l'ai donné dans la grosse parce que dans le détail, je ne les connais pas assez. En fait, l'UGAP a la possibilité de référencer des solutions numériques sans forcément passer par des appels d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont en fait identifier des besoins. Ils vont considérer, ils vont avoir une approche très du privé de la constitution d'un panel mis à disposition des acteurs publics. Il n'y aura pas forcément, dans les solutions numériques, il n'y a pas forcément d'appel d'offres parce que il n'y a pas forcément de besoin au moment où l'UGAP va faire son travail. Et c'est vraiment, et du coup, c'est pour ça qu'ils renouvellent très rapidement et très fortement cette offre mise à disposition de l'acheteur public sur les solutions numériques parce que c'est un domaine qui va vite. J'enfonce une porte ouverte quand je dis ça. Mais sinon, hormis ça, l'UGAP, c'est la commande publique. Voilà. Donc, non.
Voilà. Mise en concurrence, désolé. Merci beaucoup. Et la dernière question, Jeanne, sinon, va me taper sur les doigts, c'est est-ce que l'État a une plateforme pour déposer des projets innovants? Alors, nous avons… alors, je vais répondre à 3 niveaux. Déjà, on a une plateforme qui regroupe les marchés publics. D'accord? Donc, à la fois la programmation et la publication de ces marchés. Et si votre offre apporte, si votre offre correspond aux besoins du marché, répondez. Et si votre offre est innovante et efficace, il y a de fortes chances que vous ayez, enfin, en tout cas, vous avez plus de chances que les autres de gagner. Donc, déjà, faut séparer la notion offre innovante égale véhicule juridique particulier de offre innovante. Offre innovante, c'est que vous répondez à un besoin, le besoin est exprimé, vous répondez mieux que les autres besoins. C'est pour ça que la mise en concurrence en soi n'est pas grave, puisque vous allez gagner. Donc déjà, le premier niveau, il y a déjà les marchés. Voilà. C'est ça, c'est le premier truc, parce que c'est là où le business se fait. Donc, à travers les marchés, donc place, et ensuite la programmation, donc toute la planification des marchés arrivants. On a aujourd'hui un point d'entrée unique, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est demandé, hein, qui s'appelle le guichet unique des achats de l'État, qui est en fait, voilà, comme son nom l'indique, un guichet unique, donc un endroit où vous pouvez déposer votre solution, et cette solution va être ensuite redirigée et dispatchée vers les entités au sein de l'État, établissements publics et ministères, qui sont vraisemblablement les plus intéressés et les plus à l'écoute du type de solution que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est un autre truc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du business. Hein. C'est un portail de mise en relation potentiellement. Et ensuite, on travaille, et là, quand le on étant un con, du coup, c'est moi qui le fais, on travaille à mettre en place une plateforme d'échange, voilà, très dynamique sur des sujets qui sont très innovants, voilà, qui seront plutôt en fait sur voilà les thématiques sur lesquelles l'État réfléchit et est-ce que sur ces thématiques vous avez des choses à nous apporter. Parce que le plus frustrant, c'est d'aller déposer ou de présenter une offre pour laquelle il n'y a pas de besoin qui va arriver. Enfin, c'est frustrant pour vous, c'est une perte de temps pour vous, puis voilà. Donc l'idée étant plutôt de présenter une sorte de catalogue dynamique des sujets sur lesquels l'État va rechercher des solutions, donc va faire des appels à solutions, et pour lesquels, en fait, on sera très intéressé de recevoir justement les offres les plus innovantes. Donc cette partie de cette troisième boîte, elle n'existe pas encore, mais elle apparaîtra très rapidement sous vos yeux ébahis. Super, merci beaucoup une dernière fois, Stéphane, et je laisse la main à Jeanne. Merci encore à vous deux, Stéphane et Elodie. Ouais, merci. Je vous remercie aussi d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie aussi les participants pour toutes leurs questions qui ont nourri une discussion très très intéressante. À la suite de ce webinaire, on va vous envoyer un mail avec un questionnaire pour avoir vos retours. Vous y trouverez aussi les coordonnées des intervenants, un lien vers le replay et les supports utilisés. Donc voilà, merci encore une fois et à bientôt pour un nouveau webinaire de GreenTech Innovation. Merci, au revoir. Merci, très bel été.